companion. That's where I long to be, with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On dit jamais 203, mais chez Microciné, c'est jamais 304. Enfin, je sais pas si ça existe, mais en tout cas, on l'invente. Je suis toujours très content de discuter avec Romain Rimbaud, que vous connaissez. Voilà, il a une chaîne YouTube, il est professeur, il aime le cinéma, il est magicien, et cela fait 4 fois qu'il vient chez Microciné avec plaisir même, vraiment avec un grand plaisir, et je pense que c'est pas fini. On va continuer encore d'explorer comme ça un peu les tréfonds du cinéma. Il était déjà venu pour parler de David Cronenberg. Pendant l'émission sur Cronenberg, on avait parlé un peu de The Prestige, on s'est dit pourquoi pas. Il est revenu pour parler de The Prestige avec un final aussi beau et délicieux que le film en lui-même dans la vidéo. La 3e émission était consacrée à Dario Argento, il était venu pour en parler. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, je crois que c'est toi, Romain, qui a proposé cela d'ailleurs, je crois, l'idée. Et on va parler d'un film plus ou moins connu qui s'appelle The Thing de 1982. C'est de John Carpenter, et voilà, on va rediscuter de ce film, on va l'explorer de nouveau, différemment, et je suis assez content. Dans le descriptif, vous retrouverez bien évidemment tous les liens de toutes les émissions que Romain a eu la bonté de m'accorder. Voilà, comment vas-tu? Ah, ça va très bien. Je suis super content comme d'habitude. Ça devient addictif, hein. Quand t'es revenu une fois sur Microciné, qu'on a discuté avec toi, on a l'addiction de vouloir revenir discuter avec toi. Donc, effectivement, il y en aura certainement d'autres, je pense. Oui, c'est possible, c'est possible. Parler de The Thing, comment on peut parler d'un film comme ça alors qu'il a été vu, revu, discuté, rediscuté, qu'il y a eu des écrits, des films sur ce film. Mais on se lance quand même dans cela, et je ne sais pas si c'est une question, mais c'est juste comme ça. Comment on peut parler encore de ces grands films qui ont marqué toutes les générations et qui continueront de marquer les générations futures? Est-ce que toi, tu as une idée, toi qui es professeur? Ah, Mais je pense que de toute façon, c'est ce qui fait l'essence des grands films, c'est qu'on peut toujours en parler, qu'on peut toujours trouver des choses à dire. Moi, c'est un film que j'ai exploré beaucoup quand j'ai fait mon master. En fait, ça a été un petit peu, pour vraiment, si on met ça un petit peu dans mon parcours, on va dire globalement, j'ai fait de la philo. Je sais pas si on avait parlé dans la première sur Cronenberg, peut-être mais j'ai fait de la philo pour faire du cinéma, pour pouvoir parler de cinéma par le biais de la philo. Et mon premier cours, je crois, de philo moderne que j'ai en première année de licence, c'était sur Descartes, et on avait travaillé donc sur la thèse de l'imagination créatrice cartésienne. Et immédiatement, pour moi, dans ma tête, ça a fait écho avec The Thing, et je me suis dit, j'ai envie de faire un mémoire à terme. Alors j'étais qu'en L1, mais je voulais faire un M2, et je voulais impérativement, ça a été mon truc qui a aiguillé finalement toute la faculté, en fait, ma démarche globalement, c'était de parler de ce film-là. C'est ce film dont je voulais parler, et je me suis rendu compte un petit peu en cherchant que on en parlait absolument partout, et notamment en philosophie, où il y a notamment un auteur il est à Grenoble, il me semble, il est prof à la faculté de Grenoble, qui s'appelle Éric Dufour, qui a écrit un bouquin assez dense qui s'appelle Le cinéma d'horreur et ses figures, et qui consacre un chapitre entier à The Thing. Et j'ai travaillé énormément sur ce chapitre-là, et qui a été une des bases de mon mémoire, parce que sur mémoire, j'ai dû faire une quarantaine ou une cinquantaine de pages dessus. Et je trouve que c'est un film sur lequel il y a tellement à dire. Alors cinématographiquement, déjà, je trouve que c'est un film qui est fort cinématographiquement, qui est important. C'est pour moi, personnellement, l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Je pense que côté de Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, pour moi, c'est les deux plus grands films de l'histoire du cinéma, et je ne limite pas ça qu'au cinéma de genre, hein. Pour moi, c'est les plus grands films de l'histoire du cinéma dans l'intégralité de l'histoire cinématographique. Et je trouve qu'en plus, ce qui est fascinant avec ce film-là, c'est qu'il dit quelque chose de l'être humain, il dit quelque chose de l'homme, il dit quelque chose de l'universel, il dit quelque chose de notre universalité, enfin de ce qui est en nous d'universel. Donc pour moi, c'est ce qui fait l'essence d'un grand film, et qu'on a toujours quelque chose à dire dessus. Et on ne pourra jamais s'arrêter de penser dessus. Un grand film, c'est un film sur lequel on ne peut jamais s'arrêter de penser. On va dire ça comme ça. exactement. À quel âge tu l'as vu, la chose, The Thing? Tu l'as vu à quel âge, ce film? J'ai dû le voir, j'avais 8 ou 9 ans. Et c'est une petite anecdote, mais j'ai absolument détesté le film quand je l'ai vu pour la première fois à 8 ou 9 ans. À l'époque, je pensais que c'était parce que je n'avais pas aimé, c'est-à-dire qu'une question simplement de goût. Le film ne m'avait pas du tout plu. D'ailleurs, ça avait nourri tout un discours sur le fait que j'aimais pas le cinéma de Carpenter à cette époque-là. Et je pense maintenant avec le recul que si je l'ai pas aimé, c'était vraiment parce que c'était pas juste une répulsion de goût,
mais parce que le film m'avait mis, dans une certaine mesure, mal à l'aise et que, pour le coup, je le repoussais violemment parce qu'il m'avait mis très mal, il m'avait choqué très certainement. Et je l'ai redécouvert peut-être 4-5 ans après que j'ai exploré, parce que autour de 8 et 12, entre 8 et 12 ans, c'est là où j'ai découvert énormément de cinéma de genre. J'ai vu Alien, j'ai vu Massacre à la tronçonneuse aussi à cette époque-là. J'ai vu tous ces films-là, j'ai fait cette culture et un petit peu plus tardivement, je suis revenu sur The Thing. Et quand je l'ai revu donc pour la deuxième ou la troisième fois, je suis tombé complètement en pamoison devant et pour moi c'était fini, c'était le plus grand film de l'histoire du cinéma. Et depuis, je pense que j'ai dû le voir peut-être 200 fois et je ne me lasse jamais de le revoir. Et le rapport que tu entretiens avec ce film, est-ce que c'est le même que tu entretiens aussi avec John Carpenter dans ton histoire du Oui, cinéma? oui. Parce que pour le coup, effectivement, ça avait nourri ce discours-là quand j'avais découvert, quand j'avais 8-9 ans et que je connaissais pas beaucoup le cinéma, que je le découvrais, j'étais dans la découverte. J'avais vraiment cette répulsion pour Carpenter globalement. Ce film m'avait complètement bloqué sur Carpenter. Et quand je l'ai redécouvert, j'ai redécouvert Carpenter dans la foulée. Et pour moi, il s'avère que à partir de 2 ans, j'ai considéré immédiatement, et ça a été très très radical, comme étant pour moi le plus grand metteur en scène quasiment de l'histoire du cinéma, ou en tout cas faisant partie des plus grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma. Donc effectivement, cet amour que j'ai pour The Thing, c'est fondamentalement le même que je voue à toute la filmographie de Carpenter. Quand on va sur la page Wikipédia du film et qu'on essaie de non pas de lire le résumé détaillé, ce qu'il ne faut absolument ne pas faire si vous n'avez pas vu le film, il y a quand même 3-4 lignes comme ça de synopsis. Je vais te les lire et tu vas me dire si c'est vraiment ça, si ça raconte vraiment ça, ce film. Les membres d'une station de recherche basée en Antarctique découvrent qu'une créature extraterrestre a survécu au crash de son vaisseau. Celle-ci témoigne très vite de sa capacité à parasiter, puis assimiler toute forme de vie. Isolés du monde, ne sachant plus qui est contaminé et qui ne l'est pas, les hommes de l'équipe vont sombrer dans la peur et la paranoïa. C'est un film réalisé en 1982. Le scénario est de Bill Lancaster, la musique extraordinaire d'Ennio Morricone, et parmi les acteurs principaux, il y a Kurt Russell, Will Ford Brimley, Kate David, etc. Et le film, à sa sortie, je crois, si je ne me trompe pas, n'a pas vraiment été un gros succès et public et critique aussi. Donc déjà, côté officiel de la fiche technique, c'est bon, nous l'avons fait. Est-ce que ces 3-4 lignes empruntées chez Wikipédia, est-ce que ça dit vraiment tout de ce film selon toi? Alors ça dit pas tout et en même temps ça dit tout, c'est-à-dire qu'effectivement pour moi c'est un archétype d'écriture en fait, donc c'est la base pour moi du cinéma de genre, c'est de prendre des archétypes d'écriture ou des schèmes narratifs, des structures, des codes qui sont galvaudés, qui existent depuis le début de la question du récit globalement. Donc pour moi, ouais, c'est un canevas de survival assez classique, somme toute, qu'on peut voir dans la SF. Alors évidemment, en plus, alors faut quand même le replacer aussi peut-être contextuellement, c'est-à-dire que c'est l'adaptation d'une nouvelle de John W. Campbell qui s'appelle Le ciel est mort, il me semble, la traduction française. Je sais plus comment c'est le titre anglais à la base. C'est aussi un remake d'un film de Howard Hawks, puisqu'il faut savoir que Carpenter voue un amour très particulier à Howard Hawks, notamment quand il est découvert très très jeune, qui a été un bouleversement Rio Bravo. Donc il a un amour véritable pour le western. Western qui a toujours été un petit peu son arisienne parce qu'il a jamais fait de western à proprement parler, même si tous ses films sont à un moment donné contaminés par le western. The Thing ne fait pas exception à la règle parce que c'est aussi un film d'horreur et de SF qui est contaminé par une forme dialectique, en tout cas du western. C'est le cas de quasiment tous ses films. Il y a si on prend l'introduction de The Thing, il y a des échanges de coups de feu entre les Norvégiens et les Américains qui fait qu'une séquence de western pure. Et c'est ce qui fera, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que Tarantino, quand il fera Les Huit Salopards, qui est une sorte de réécriture de The Thing, va faire un western, mais avec pour le coup une dialectique de film d'horreur. Et en plus, c'est pas anodin parce que la filiation est directe, puisque Tarantino a été chercher des morceaux que avait composé Ennio Morricone, qui n'ont pas été utilisés dans The Thing et qu'il a réutilisé pour Les Huit Salopards. Donc c'est vraiment une sorte de remake à proprement parler, c'est une relecture, une réadaptation, si on peut dire ça comme ça. Et puis aussi en parallèle, il y a aussi ce fond qui sont les montagnes hallucinées de Lovecraft aussi, qui sont aussi présentes derrière, c'est presque une sorte d'adaptation un peu officieuse des montagnes hallucinées, qui est un petit peu aussi le projet que nourrit Del Toro depuis de multiples années, qui j'espère un jour il le fera en tout cas. Mais voilà, pour le coup, il y a toutes ces inspirations diverses et variées. Donc il y a Howard Hawks, il y a le bouquin de Campbell, il y a les montagnes hallucinées de Lovecraft, et qui vont un petit peu se mixer, s'hybrider, comme la chose est une hybridation de plein de choses qui l'entourent. Et pour moi, oui, ça correspond très très bien, en tout cas, à l'archétype narratif qui va guider en fait toute la narration.
Après, bien sûr, ce qui est très intéressant, c'est que cet archétype, ce cadre-là, il ouvre sur quelque chose d'absolument abyssal, sur un nombre hallucinant de questionnements métaphysiques. Et puis c'est dans cette question-là, parce que c'est aussi c'est du survival, il y a du body horror, on avait parlé de ça avec Cronenberg, il y a du body snatcher, il y a un mélange de plein de genres, c'est de la pure SF également aussi. C'est un huis clos, c'est un huis clos parano. Donc finalement, tous ces trucs-là, qui sont encore une fois des bases, des archétypes du cinéma de genre, c'est le canevas de base, mais à partir de là, effectivement, ce n'est pas que ça. C'est tellement plus complexe que ça, c'est tellement plus profond, qui fait que moi, ça fait encore une fois peut-être en 150 ou 200 fois que je le vois, peut-être, et à chaque fois que je le revois, je découvre plein de choses, même si ce récit, encore une fois, est hyper simple. Mais c'est parce qu'aussi il est hyper simple, hyper efficace, qu'il est absolument redoutable et qu'il marche à chaque fois. Et pourquoi ce film a essuyé un échec public et critique? Est-ce qu'il était un peu trop en avance sur son temps? Alors c'est vrai qu'à l'époque, il a été hyper mal reçu. D'ailleurs, il y en a pas mal qui considèrent que Carpenter aurait pu, et même lui, Carpenter le dit lui-même, hein, c'est pour lui, c'est son principal, c'est l'élément qui va faire vriller sa carrière, où il aurait pu peut-être, je sais que Rafik Djoumi, quand il en parle, je crois que c'est Rafik Djoumi, peut-être Stéphane Moïsakis, en tout cas, chez Capture Mag, qui disent que c'est peut-être le truc qu'aurait pu faire que Carpenter aurait pu être un Spielberg par la suite, aurait pu avoir la carrière de Spielberg, mais qui fait que ce film-là a complètement brisé la chose. C'est le plus gros budget que Carpenter a eu, je crois que c'est 15 millions de dollars, mais je crois qu'il y a une enveloppe bien plus importante qui a été octroyée au fur et à mesure par rapport aux effets spéciaux de Rob Bottin, entre autres, qui font qu'on est passé, je crois, à 18 millions, donc c'est le plus gros budget de Carpenter, c'est son premier film de studio, c'est finalement, il a tout mis là-dedans, mais le film a été reçu de manière absolument catastrophique. Dans certains articles, il a été qualifié de pornographe de la violence quand le film est sorti. On disait que le film était nul, que c'était pas bien écrit. Moi, je pense qu'il y a effectivement quelque chose d'en avance sur son temps. Je ne sais pas si les gens étaient capables de recevoir un film qui est à terme aussi noir, parce que c'est un film qui est d'un nihilisme absolu, qui dit quelque chose de l'homme, qui est d'une noirceur, mais absolument dingue. C'est vrai qu'à peu près à la même époque, il y a E.T. de Spielberg qui sort, qui est quand même. Alors, ça n'a pas eu ça peut-être de recomparer les deux films, mais sur la vision qu'on a de l'extraterrestre, peut-être que les gens étaient plus prêts à voir E.T. de Spielberg dans sa vision plutôt merveilleuse, et c'est un film extraordinaire, E.T., hein, ça ne change rien, c'est pas une critique vis-à-vis d'E.T., mais qui est une vision radicalement opposée, et cette ultra-violence qui est totalement assumée chez Carpenter, cette noirceur, cette vision de l'homme qui est encore une fois totalement nihiliste. Est-ce qu'on était capable de voir ça à ce moment-là? Est-ce qu'on avait envie de voir ça dans le climat des années 80, qui était plutôt un climat qui allait plutôt vers la naïveté, l'innocence, un retour à ce truc-là, un cinéma d'horreur même qui était de fait beaucoup plus chatoyant, sympathique. Je sais pas si le mot chatoyant est très bien utilisé, mais plus sympathique. Moi, je pense à des films, pas mal de films de l'époque qui sont beaucoup où le gore est quelque chose de beaucoup plus festif. Là, on est dans un film qui est pas du tout festif du tout et dont le gore est plutôt une traduction métaphysique qui amène vers quelque chose de beaucoup plus sombre et qui, encore une fois, dit quelque chose de la noirceur humaine qui est absolument dantesque et excessivement angoissant et anxiogène. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui fait qu'on n'est pas forcément prêt à voir ça, prêt à se manger ça. Je sais que les premières projections tests ont été assez catastrophiques parce qu'on ne comprenait pas ce que Carpenter voulait faire. Je pense que Carpenter, avec ce film-là, il en parle très souvent en disant que c'est quelque chose où les gens ne l'ont pas compris. C'est un grand film incompris qui a été fait à terme en fait célébré beaucoup plus tardivement en fait, qui a été redécouvert beaucoup plus tard et qui est devenu très très vite un film incroyablement célébré et qui a été immédiatement posé comme étant un chef-d'œuvre absolu, mais bien plus tard, malheureusement. Et au passage, c'est aussi la première partie de sa trilogie d'Apocalypse, pour le resituer aussi. Suivront Prince des Ténèbres, qui est un film profondément désespéré, qui suit finalement. Parce que Carpenter va faire d'autres films de studio après, mais qui vont se vautrer. Je pense que Big Trouble in Little China, c'est aussi un truc qui a été une énorme souffrance aussi pour Carpenter. Et pour le coup, quand on voit et qu'il revient au cinéma indépendant avec Prince des Ténèbres, qui est le deuxième versant de cette trilogie d'Apocalypse, c'est un film qui est d'une noirceur absolument abyssale et qui témoigne de cette colère, je pense, de cette souffrance de Carpenter de ne pas avoir été compris, de cette approche quasi apocalyptique aussi du cinéma. Et puis par la suite, L'Entre de la Folie en 93 ou 94 pour le coup, qui est aussi une autre version. Et on verra un petit peu plus tard, peut-être comme extension un petit peu à ça, la fin absolue du monde où Cigarette Burns, qui est son épisode pour Master of Horror, donc la série qui avait fomenté Mick Garris en 2005, je crois, et dans lequel vous avez ce film qui est, dans une certaine mesure, une relecture de L'Entre de la Folie, qui traite de pas mal d'éléments apocalyptiques aussi, qui pourrait être la dernière partie de cette trilogie d'Apocalypse. Vers quelle année ce film a commencé à être réhabilité, le Thing?
Alors, je sais pas exactement, il me semble, hein, je vais peut-être dire une bêtise, mais il faudra nous corriger au commentaire. Moi, il me semble que c'est dans les années 90 qu'il a commencé à être découvert. Il me semble, vraiment, que ça a été quand même relativement long, mais peut-être qu'on pourra nous corriger, peut-être que je trouve, mais moi, en tout cas, ce que j'avais pu lire, c'était au niveau des années 90, passé le cap des années 90, qu'on avait redécouvert quand même le film, qui avait toujours cette aura un petit peu de film mal aimé avant. Qu'est-ce qui a fait que Carpenter se soit emparé de ce sujet-là? Qu'est-ce qui l'a attiré dans ce projet? Au début, il y a plein de choses. Il y a Howard Hawks, quand même, qui est de faire un remake d'un film de Howard Hawks. De toute façon, je pense que c'était quelque chose. C'est vraiment le moment où il y a une jonction directe qui se fait avec Howard Hawks. Mhm. Alors, c'est toujours présent, hein, parce que Assos, c'est un western. Enfin, il y a aussi voilà alors, il y a Howard Hawks. Je vais essayer de mettre ça dans l'ordre. Il y a pour moi le côté le film d'assaut, parce que pour le coup, c'est un film d'assaut et c'est un truc qui est très obsessionnel chez Carpenter. Tous les films de Carpenter sont des films d'assaut où il y a un moment donné où on va passer dans l'assaut. Alors Carpenter s'est amusé à décliner l'assaut de plein de manières différentes, c'est-à-dire soit on est à l'intérieur de quelque chose et on va empêcher quelque chose de rentrer, soit à l'intérieur de quelque chose, on a quelque chose à l'intérieur, on va l'empêcher de sortir. Et il va décliner absolument ça dans tous les sens, dans toutes les. Enfin, et l'assaut, c'est un archétype du western. Ça ramène à Rio Bravo entre autres, mais à plein d'autres westerns que Carpenter a adoré, tomber en amour quand il était enfant et dont il a vu se gaver jusqu'à plus soif. Donc il y a, je pense, cette optique du western qui est là aussi. Évidemment, il y a toutes ces thématiques sur la monstruosité qui pour moi sont toujours très très présentes chez Carpenter aussi. Alors avec à la différence près que Carpenter, je pense que c'est pas un cinéaste du gore, et là je pense que c'est son véritable premier film qu'on peut considérer comme utilisant du gore. Mhm. C'est plutôt un cinéaste de la suggestion quand même globalement. Donc il y a tout ce questionnement sur la monstruosité qui est aussi très fort. Alors, même aussi pour revenir à Halloween aussi, qui est le film qui. Donc il y a deux films qui séparent Halloween, il me semble, hein, de The Thing, qui est fondamentalement le film qui va faire exploser Carpenter, puisque c'est un des films qui à l'époque, je crois que ça a été dépassé par Blair Witch plus tard en 99, mais c'est un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma dans un premier temps, hein, avec cette merveilleuse idée de l'appeler Halloween et pas Babysitter Killer ou quelque chose comme ça, de l'intégrer dans la culture américaine, qui est la magnifique idée qu'a eu Carpenter, il me semble, avec Debra Hill, sa compagne de l'époque. Et voilà, il y a cette idée aussi la thématique du mal, en fait, quelque chose de très très important chez Carpenter. Et Carpenter traite toujours le mal d'une manière très très singulière, c'est-à-dire que le mal est toujours quelque chose d'abstrait chez Carpenter, de métaphysique. C'est le cas, par exemple, pour revenir à Michael Myers, c'est ça. Michael Myers, c'est pour ça qu'il, quand il poursuit les babysitters, il arrive toujours finalement à les attraper. Alors c'est une allégorie de la mort si on veut, mais c'est surtout le mal, c'est une instance fantastique, c'est quelque chose d'abstrait, Michael Myers. Et la chose qu'on décrit dans The Thing, c'est une instance complètement abstraite qui symbolise moult trucs, donc certainement on va revenir un petit peu par la suite, qui est une instance métaphysique, qui est une instance. Et je pense que cette incarnation du mal, telle que le pose Carpenter ici, aussi, elle l'a attiré énormément, je pense. Donc je pense qu'il y a Howard Hawks, je pense qu'il y a cette approche de l'assaut qui ramène immédiatement au western et à Howard Hawks de surcroît. Et puis je pense qu'il y a effectivement cette question du mal aussi et cette manière de traiter le mal. Même si justement le mal n'est pas là où où il semble être, on va dire de prime abord chez Carpenter. Est-ce qu'il y a aussi l'idée de complètement mineur, certes, hein, mais ça serait intéressant d'en parler aussi. Le fait de se retrouver confronté à, là, pour le coup, à développer une véritable direction d'acteur. Donc, c'est un film qui raconte quand même l'histoire d'un groupe de personnes qui se retrouvent emprisonnées, enfin enfermées quelque part, ils peuvent pas sortir, et il y a quelque chose qui va les terrasser un par un. Est-ce qu'il y a aussi cela, cet aspect de la direction d'acteur qui euh, pouvait être aussi pour lui un élément d'expérience enfin une expérience assez nouvelle pour lui. Est-ce qu'il y a de cela aussi? Bah, très certainement, parce que c'est vrai que c'est aussi c'est un film de personnages et c'est un film d'acteurs qui incarnent des personnages. C'est un film qui est incroyable sur ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tendance souvent à retenir de The Thing, et à raison, hein, les effets spéciaux incroyables, enfin, les effets de maquillage, les effets des spéciaux, la lumière aussi qui est très importante, parce qu'évidemment, pour pouvoir mettre en valeur ces animatroniques, ces effets de maquillage, il faut un travail sur la lumière qui est aussi incroyable dans le film, pour dissimuler la créature, dissimuler les éléments qu'on ne veut pas qu'on voit, qui ont trait au trucage, mais pour pouvoir faire voir suffisamment la créature. Donc il y a tout ce travail-là. Mais c'est avant tout, enfin, je pense, au-delà de ces éléments-là, c'est un film de personnages, sur des personnages, effectivement, comme tu dis très bien, qui sont enfermés dans un lieu, qui vont interagir, en plus, avec cette écriture qui est
je pense, incroyable pour moi de Carpenter, qui arrive à avoir un grand nombre de personnages qui sont tous remarquablement interprétés. Et ce qui est génial, c'est que tous ces personnages, on n'a pas besoin de beaucoup de temps, mais on peut tous les cerner et on sait tous qui ils sont. Il y a une proximité qui se crée, je trouve. Il y a beaucoup de films, parce que dans une certaine mesure, c'est un film choral, si on peut le poser un peu comme ça aussi. C'est-à-dire Hmm. qu'il y a beaucoup de films qui rament, qui galèrent à essayer de caractériser des personnages en peu de temps. Et Carpenter, c'est tellement bien écrit que c'est tellement redoutable qu'on peut saisir chacun de ces personnages-là. Et cette écriture-là, elle est renforcée par cette direction d'acteur qui est absolument incroyable et qui fait que on y croit à ces personnages-là. Ça fonctionne absolument à merveille. Et moi, je me défie n'importe qui qui n'a jamais vu The Thing de ne pas rentrer dans l'histoire de ces personnages-là parce que, avant tout, ces personnages-là vont véhiculer cette paranoïa. C'est-à-dire que l'horreur, elle va advenir à certains moments, elle va exploser au sens propre. Mais entre ces temps-là, finalement, il y a trois grosses séquences, on va dire gore, graphiques, qui sont les trois transformations de la créature, plus l'apparition finale dans le climax. Mais à part ça, c'est juste des mises en tension, c'est des interactions, c'est un microcosme social qui est donc enfermé dans ce lieu. C'est un petit peu ce qu'on trouve par exemple dans Cube de Vincenzo Natali. C'est ce que on a un microcosme social, on a des personnages enfermés et ils interagissent. Donc c'est effectivement un fabuleux exercice de style, d'écriture de personnages, mais également de direction d'acteurs. Je vais te raconter une petite anecdote. J'ai découvert ce film, je ne sais plus à quel âge, je m'en souviens plus du tout. C'est vraiment un flou pour moi. Je ne sais même pas si j'étais au collège ou au lycée. J'en sais rien. J'étais pas marié. Ça, je le sais, ça, par contre. Et à l'époque, il y avait encore les VHS. Et je suis tombé sur la VHS donc familiale. Il y avait juste écrit La Chose. Je ne savais pas qui était John Carpenter. Je ne connaissais pas ce film. Je pense avoir déjà vu des films de John Carpenter à ce moment-là, mais je n'avais pas identifié ce cinéaste-là en tout cas. Donc je crois que c'était vraiment l'enfance, l'adolescence. Je mets le film et comme d'habitude, et ça arrive très souvent, et c'est arrivé très souvent à beaucoup de confrères et consoeurs qui ont un jour ou l'autre touché le magnétoscope, c'est que les 5, 6, 7 premières minutes du film ont été escamotées. Donc le film commence en plein milieu, pas en plein milieu, mais en plein, enfin je veux dire au moins il manque 10 minutes. Et donc, je découvre ce film. Je pense qu'à ce moment-là, l'antenne de la télévision fonctionnait très, très mal. Donc, le film n'est pas si... Mais c'est pour t'expliquer dans quelle ambiance je découvre ça. Ouais, oui. Donc, le film, je le prends avec 10 minutes de retard. Il est en version française, mais bon, peu importe. À cette époque-là, je m'en fichais un petit peu, cet aspect-là. Et puis, surtout, l'image n'est pas très bonne, très saccadée, parce que l'antenne, je pense que ce jour-là, n'est pas terrible. Et il y a ce chien. Et je ne comprends pas trop ce qui s'est passé, mais je ne comprends pas pourquoi tous les regards se portent sur ce chien. Et puis, à un moment, ce chien se retrouve dans une espèce de KGB, comme ça, avec d'autres chiens. Et puis, ce chien se transforme. Et là, je me dis, mais je suis devant un film d'horreur. Alors que à aucun moment, je soupçonnais être devant un film d'horreur. Des années après, quand tu commences un petit peu à essayer de comprendre un peu d'où tu viens cinématographiquement parlant, et cette image-là est très importante pour moi, même si j'en parle très peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui m'avait assez impressionné, pas effrayé, mais impressionné, bah finalement, avec le recul, quand on peut mettre des mots, c'est de se dire que la toxicité et l'horreur, on dit souvent le fantastique, découle de choses ordinaires, de la vie ordinaire. On a tous lu Alan Poe, voilà, c'est dit. Eh bien, la toxicité et l'horrifique peuvent se trouver au sein même de personnes ordinaires ou d'êtres humains ou d'animaux. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, le film parle de ça. C'est que n'importe qui peut engendrer en soi quelque chose d'assez toxique, d'horreur, ou alors autre chose, un autre sentiment. Mais en tout cas, il n'y a pas de bien et de mal, quoi. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que, je le dis maladroitement, mais en tout cas, à l'époque, c'est ce qui m'avait assez impressionné, que l'horreur commençait à ce moment-là, à partir de ce chien et de ses entrailles. Mais c'est un truc que tu dis, pour rebondir sur ce que tu dis, hein, c'est un truc quand même. Moi, je trouve que c'est incroyable cette gestion du chien au début. Je vais rebondir avec une autre anecdote. Moi, je l'ai montré il y a maintenant, ça va faire 6-7 ans.
j'avais une classe de terminale S et je travaille à un moment donné sur la question de l'art et sur la représentation. Est-ce qu'on peut représenter quelque chose d'indéterminé? Moi, je trouve Carpenter, en tout cas, face à un argument de Descartes, qui est l'argument d'imagination créatrice, qui considère le fait que l'artiste, quand il crée des monstres, il prend l'exemple Descartes de la sirène et du satyre. Il dit finalement, quand je fais une sirène ou un satyre, un monstre, quand un peintre, ça donne à ça, ou ça, il le fait au sein du doute cartésien, c'est un monde, il fait une petite pause sur ce point-là, il fait la parenthèse en tout cas pour donner exemple dans l'art, il dit voilà, quand un artiste peint une sirène ou un satyre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre des éléments du réel. En fait, il ne peut rien créer qui serait définitivement coupé du réel. Il ne peut que créer à partir du réel qu'il a fondamentalement perçu, et qu'il ne peut pas faire autrement. Donc effectivement, la sirène n'existe pas. Par contre, le poisson et la femme, ou l'oiseau et la femme, tu prends le mythe scandinave ou grec, bah ça existe, donc on les assemble. Donc finalement, l'artiste, qu'est-ce qu'il fait? Quand il crée un monstre, ça donne un exercice de combinatoire en fait d'éléments du réel. Et donc il y a un auteur après qui s'appelle Gilbert Esco qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le monstre dans l'art occidental, dans lequel il travaille un petit peu là-dessus, et il retraduit Descartes avec une petite phrase très courte pour résumer un petit peu ce que Descartes dit. Il dit que pour lui, Descartes, ce qu'il dit, c'est que l'artiste est un bricoleur du réel. Donc il bricole avec les éléments du réel, et il en tire de ce truc-là, il dit, bah, si l'artiste est un bricoleur du réel, finalement, il ne peut rien créer d'indéterminé. Parce que finalement, à chaque fois, quel que soit le monstre qu'on voit, on pourra déterminer quelles sont les parties qui forment ce tout, et donc finalement, on ne sera jamais terrifié face à ça, parce que on sera capable de déterminer ce qu'on est en train de voir. Donc ce qui est en face de nous, qui nous semble inconnu, dès lors qu'on s'intéresse et qu'on l'analyse, finalement, ce qui semblait inconnu devient connu. Donc ce qui est connu, dès lors, ne fait plus peur. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai introduit dans le cours, et je les propose aux élèves ensuite de leur montrer 2-3 séquences de The Thing, en leur montrant justement que Carpenter, par le biais du mouvement, par le biais, si on peut prendre ça chez Bergson, de la durée véritable, c'est-à-dire en tout cas l'illusion de durée que donne le film, parce qu'il y a du mouvement constant, parce que la créature change constamment. Alors, quand bien même je pourrais m'arrêter sur des plans et dire bah là il y a un morceau de ça, 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 dans tous les cas, à terme, comme ça change tout le temps, au moment où j'ai l'impression de saisir la créature, elle change de nouveau, donc je ne peux pas la déterminer. Donc c'est le montage et la mise en scène qui permettent de donner cette impression d'indétermination. Et on peut renforcer ça parce qu'Éric Dufour dit même ce petit point que je trouve important aussi, il dit que Carpenter, et moi je trouve que c'est assez unique dans l'histoire du cinéma, je crois que j'arrive pas en tout cas à voir des metteurs en scène qui arrivent à le faire aussi bien, c'est-à-dire qu'il arrive à faire de la suggestion par monstration. Donc il suggère dans le fait de montrer. Plus il en montre, plus il montre un truc qui change, qui se transforme, qui est graphique, en fait, il cache la créature sous ses représentations, sous ses phénomènes de transformation. Donc il suggère ce qu'est la créature dans le fait de la montrer. Et plus il la montre, en réalité, plus il la cache. Et je trouve ce concept hyper intéressant. Je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est vraiment quelque chose qui est très loin. Il y a quelque chose de la dialectique, c'est-à-dire d'essayer de pousser plus loin, de dépasser la simple dichotomie entre je montre ou je cache. Là, ce que je trouve très fort, c'est que au lieu de dire soit je montre, soit je cache, bah moi, Carpenter, je vais cacher sous le fait de montrer. Je cache la créature, je cache l'essence de la créature sous ces phénomènes qu'elle va produire concrètement. Et Éric Dufour d'ailleurs dit que c'est proche de ce qu'on appelle la chose en soi chez Kant, c'est-à-dire que nous, ce qu'on perçoit dans le réel, faire ça très rapidement et un peu synthétiquement, ce sont les phénomènes, ce que je peux percevoir, ce que je peux expérimenter, donc les phénomènes du monde, ce que mes sens perçoivent. Et derrière les phénomènes, il y a ce qu'il appelle la chose en soi, qui serait grossièrement, entre guillemets, l'essence des choses. Mais ça, l'essence des choses, j'en ai l'intuition, mais je peux pas la saisir, je peux pas l'expérimenter, je peux pas en faire l'expérience de ces choses-là. Donc je peux pas les connaître au sens empirique du terme. Et Éric Dufour dit ce truc très intéressant en disant la chose chez Carpenter, métaphysiquement, c'est presque la chose en soi, parce que j'observe concrètement par le biais de mes sens les phénomènes à travers les transformations concrètes, graphiques, qu'orchestre incroyablement Rob Bottin, qui fait que la chose est très concrète parce qu'il n'y a pas de CGI, c'est juste des effets de plateau, et c'est dingue. Notamment, vous avez cette tête qui se détache à un moment de manière spontanée et qui est tournée avec un plan relativement large et en manière quasi avec une sorte de petit plan séquence qui permet de voir quand même cet arrachage de tête quasi spontané qui est absolument dingue. Mais derrière toutes ces manifestations concrètes, finalement, on a l'intuition de ce qui fait l'essence de cette créature, mais en même temps, j'arrive pas à la saisir. Je peux pas la saisir concrètement. Donc elle est cachée, encore une fois, sous ces phénomènes, sous ces métamorphoses. Donc plus elle se métamorphose, plus c'est difficile de la saisir en réalité. Et c'est ça que je trouve absolument incroyable dans ce film-là, parce qu'il y a quelque chose, en plus, il y a tout un truc qui est propre, qu'on pourrait retrouver chez Cronenberg et dans le petit horror de manière globale, avec cette créature qui est à la fois partout et nulle part, qui est à la fois tout et rien, qui est à la fois unique et multiple, en tout cas unité et à la fois multiplicité, parce qu'elle peut, on le dit très bien au début, elle peut se séparer, toutes ses parties sont indépendantes, mais en étant indépendantes, s'en touche une,
avec la fameuse scène par conséquence du test sanguin qui est Incroyable. un pur exercice de style Hitchcockienne, avec Mhm. cette idée que vous savez que ça va arriver, comme ce que pose Hitchcock quand il explique à Truffaut, et vous savez que ça va arriver, mais vous savez pas quand ça va arriver. C'est Et ça le c'est incroyable et suspense. c'est terrifiant. Donc voilà, c'est ça le suspense. Avec une résonance actuelle, je veux dire, il y a quelque chose de l'ordre de l'actualité, enfin, de ce que nous avons vécu depuis, de ce que nous vivons depuis maintenant 2 ans, encore que, mais il y a une résonance comme ça qui est assez forte. C'est un film qui continue encore de dialoguer avec notre société. Tout à fait. Sur la question du test, effectivement, je trouve ça. Enfin, moi, je trouve que la séquence est incroyable. Je trouve que cette terreur, cette appréhension qui est la somme de toutes les peurs, liée à la question de la suggestion sous la monstration, liée à la question de l'inquiétante étrangeté. Tu parlais du chien tout à l'heure. C'est vraiment ça l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire ce quotidien. Que moi, je trouve que il y a cette séquence dont tu parles au début, où on suit le chien dans les couloirs, qui interagit un peu avec les personnages. Moi, je trouve que il filme un chien, mais il le fait de manière. Le chien dans le cadre devient absolument terrifiant parce qu'il y a quelque chose qui fait que tu sens qu'il y a un truc qui est pas normal. Je trouve qu'en termes de dressage, ça va être dingue parce que je trouve que le chien est admirablement dressé. Et pour revenir à l'anecdote que j'avais, quand je l'ai montré à ces Terminales, on a vu intégralement, c'est la seule fois où j'ai pu montrer intégralement le film. Ils sont venus me voir à la fin et ils m'ont dit, monsieur, on a trouvé ça terrifiant. Et ils étaient terrifiés dans la salle, surtout au début, dans cette trajet du chien dans les couloirs de la station. Non, monsieur, mais on n'a jamais vu ça. Dans les films qu'on voit, nous, ben, on n'a pas autant d'angoisse que là, juste alors qu'il y a juste un chien posé dans le cadre qui se balade dans une station. Mais c'est terrifiant. Ça me fait penser à un film que j'ai vu récemment, que je vous conseille d'ailleurs très très fortement, qui est Lamb. Alors je sais plus comment Mm. s'appelle le réalisateur, mais qui est un réalisateur islandais, et dans lequel effectivement tout au début il y a un travail qui est sur les moutons, pareil dans le cadre, où ils sont traités dans le cadre de manière hyper étrange, et je trouve que moi il y a quelque chose que je retrouve de Carpenter là-dedans, en fait, dans cette manière de traiter un animal, un vrai animal pour le coup, dans le cadre. Et je trouve, et c'est ce qui rend la chose très terrifiante et qui fait émerger cette inquiétante étrangeté. Et je trouve ça fou, complètement fou. Le film, tu le disais au début, à la base, c'est tiré d'un livre, mais c'est aussi après le remake d'un film qui date de 1951. Alors, c'est non crédité, mais on sait que c'est Howard Hawks qui a participé au scénario ainsi que Ben Hecht, mais c'est réalisé, co-réalisé, enfin réalisé officiellement par une seule personne, c'est Christian Nyby, Christian et Nyby, ouais, tout à fait. Nyby, et c'est co-réalisé officieusement par Howard Hawks. L'histoire est pratiquement la même. Il s'agit que l'extraterrestre, là pour le coup, a un visage. C'est James Harness, ou John Harness, ou James Harness, je crois, le comédien. Et, et donc, ça a été fait en 51. 30 ans plus tard, le film est différent. Comment tu peux expliquer? Est-ce que c'est tout pour toi? Est-ce que, connaissant maintenant très bien l'œuvre de Carpenter, est-ce que pour toi, il est logique que Carpenter ait décidé de ne pas montrer, enfin, que cet extraterrestre n'est pas une figure humaine, qu'il ait quelque chose d'hybride, quelque chose qui ressemble à rien et à tout, et qui, plus on avance dans l'horrifique, plus ça devient quelque chose d'indescriptible et de terrifiant. Bah, c'est marrant parce qu'on a parlé de Cronenberg il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'ai un peu le même. Je trouve qu'il y a quand même enfin, en termes de rapport entre les deux films, je trouve et en termes de la manière dont c'est retraité sur le remake, je trouve que c'est assez proche de La Mouche en fait, avec la différence entre La Mouche de Kurt Neumann Exactement. pour le coup Exactement. et La Mouche de Wardox et Nibi. Je trouve que ces deux films qui sont, enfin, ces deux, on va dire, adaptations ou réadaptations, retravail d'une œuvre originelle, je trouve que c'est assez proche sur cette idée-là, en fait. Alors, moi, j'ai assez peu de souvenirs, en fait, je l'ai pas revu beaucoup depuis le film de Nibi, pour le coup, Mhm. ou Naibi, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà, j'ai pas revu le film depuis très longtemps, et en fait, je sais que je l'ai vu petit, et que le film de Carpenter, en fait, l'a complètement éclipsé. Pour moi, il a complètement disparu. Mhm. Mais je pense que justement, ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve que c'est totalement légitime l'interprétation qu'on fait Carpenter, parce que effectivement, ça me ramène à Lovecraft. En fait, moi, Carpenter a quand même aussi, il y a Howard Hawks, mais il y a aussi Lovecraft derrière. Et dans cette manière de créer, de produire de ce qui n'est pas descriptif, ce qui est indescriptif, ce qui est innommable, ce dont on ne peut rien dire parce que c'est trop étrange et trop indéterminé. Moi, je trouve que c'est parfaitement d'accord avec Carpenter. Je pense pas que Carpenter aurait pu faire une représentation anthropomorphique de la créature. Moi, je pense que dans son approche du mal, et je relativise la question du mal parce que chez Carpenter, le monstre, the thing, c'est pas le mal en tant que tel en fait, parce que c'est une créature qui, comme les humains en face, essaie juste de survivre en fait. C'est un animal qui essaie de survivre dans un contexte, dans un environnement qui n'est pas le sien.
et il essaie de survivre comme les mecs en face essaient de survivre. Donc finalement, la tension qui se pose, en fait, c'est juste une question de survie. Mais ce qui est intéressant, justement, le mal, il émerge pas du monstre, et c'est là qui est intéressant c'est là qui est intéressant chez Carpenter, c'est que le mal dans ce-ci n'émerge pas du monstre, mais émerge plutôt de l'humanité qui est en face. C'est-à-dire que ce conflit avec une créature qui était survie va faire sortir les pires choses de l'être humain, mais pas du monstre. Encore une fois, le monstre est là, c'est ce qui va être l'élément déclencheur de tout ça finalement. Il n'y a pas de question de moralité chez le monstre, il y a des questions de moralité chez l'homme qui se posent. C'est ce qui fait, ce qu'on trouve chez Kant, ce qui fait la différence entre la nature et l'homme, finalement, le monde de la culture et la nature, c'est que la culture, c'est le domaine de la morale, là où la nature, il n'y a pas de question de moralité. Donc, ce que je trouve intéressant, enfin, ce que je trouve légitime chez Carpenter et très logique chez Carpenter, c'est qu'il traite le mal de façon abstraite. Il introduit toujours le mal à distance, et c'est pas un mal qui est, on va dire, à qui on va filer une forme déterminée, parce que en faire quelque chose de physiquement humain ou qui ramène à l'humanité physiquement, j'entends. Pour moi, ça aurait été un échec en fait, ça aurait pas fonctionné en fait. Là où le film est très fort, c'est parce qu'encore une fois, le mal et la créature qui est l'élément un petit peu déclencheur de tout ça est abstraite. Il y a quelque chose il est métaphysique, il n'est pas physique. Chez Howard Hawks, il y a quelque chose de profondément physique, effectivement, donc on pourrait considérer qu'il est un peu grotesque, un peu ridicule. Même si Carpenter, il y a quelque chose du grotesque aussi, hein, mais pour moi, ça bascule jamais dans le ridicule à proprement parler. Il y a jamais, on est toujours sur un exercice de funambule qui fait qu'il est sur ce fil du grotesque sans jamais se casser la gueule dans le ridicule. Et je trouve que ça ne peut être que c'est une expression qui ne peut être que carpenterienne parce qu'elle est Lovecraftienne aussi dans une certaine mesure. Ça peut être que ça. Enfin, je sais pas si je réponds bien à la question, en tout cas, ou si c'est très clair. Mais pour moi, voilà, Carpenter ne pouvait traiter ça que comme ça, parce qu'il y a cet héritage Lovecraftien et parce que pour moi, il y a cette approche qu'il a du mal globalement, qui ne peut pas être celle, en tout cas, qu'on trouve chez Howard Hawks, qui ne peut pas être qui peut pas avoir cette et ça va être un peu péjoratif dit comme ça, mais cette forme qui est bassement humaine, si je puis dire, mais puis le mal, finalement, il est humain chez Carpenter dans tous les cas. C'est-à-dire que le mal, il est dans ce groupe d'êtres humains avant tout, en fait. Donc, il est déjà humain, d'emblée humain. Et ça sert à rien de mettre une sorte de distance avec l'extraterrestre, puisque ce qui rend encore les choses encore plus terrifiantes, c'est que le mal est tapis chez la personne qui me ressemble trait pour trait, en fait. Ce qui amène tous les questionnements politiques aussi sur la guerre froide, aussi, effectivement, aussi, de ramener à ce qui me fait peur, finalement. C'est celui qui me ressemble, mais qui a une doctrine politique différente ou qui pense différemment. Mais il me ressemble trait pour trait, et alors, Carpenter ironise là-dessus, bien sûr, parce que moi j'ai tendance à considérer évidemment que Carpenter est plutôt à gauche. C'est ce qui va faire justement sa forte amitié avec Kurt Russell, qui est plutôt un libertarien, et ils ont beaucoup de débats politiques enflammés tous les deux, mais c'est pour ça que ça fonctionne, en fait, ça tient dans leur débat, dans leur tension politique. Et donc pour le coup, voilà, je pense qu'introduire un extraterrestre qui aurait une forme humaine, mais avec des éléments extraterrestres tels qu'on le voyait dans les années 50, ces visuels d'extraterrestres qui sont aujourd'hui un petit peu peut-être daté et grotesque, ça peut pas fonctionner pour moi. C'est chez Carpenter, ça ne peut pas être légitime, ça peut pas être cohérent avec tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, il me semble. Et on lui avait demandé, il me semble, à Carpenter d'offrir une forme finale et terminale à la créature, mais Carpenter s'est beaucoup battu pour pouvoir conserver en fait que cette dernière, parce qu'à un moment on a une dernière incarnation de la créature à la fin, quand on est sous la base pour le coup et qu'il sort du sol, mais Carpenter a insisté pour montrer encore une fois que cette créature, cette forme qui est pas trop frustrée, qui est une forme finale quand même, change toujours, puisqu'on a la tête du chien qui sort à gauche, on a une tête d'homme, donc il est encore en changement, donc on donne pas quelque chose de final. Ce qui pour moi, par exemple, l'erreur qu'a fait le remake préquel de 2011, réalisé par Matthijs van Enningen, qui est un auteur norvégien, il me semble, et qui pour le coup, à la fin, en fait, il y a une séquence dans le vaisseau spatial de la créature. Et là, à partir de là, il y a une forme terminale à la créature qui est d'ailleurs assez humanoïde sur pas mal de points et qui fait que je déteste pas le remake, enfin le remake préquel qui est entre les deux, qui a cul entre deux chaises, qui est pas très à l'aise. Et je le déteste pas parce qu'il y a des effets de monstres intéressants et on mixe des effets de plateau et un peu de CGI et ça donne des trucs assez intéressants visuellement. Le problème, c'est qu'il en fait rien, ça reste l'état graphique qui est plutôt intéressant. Mais surtout, le problème, c'est qu'à la fin, effectivement, il donne une sorte d'incarnation précise à la créature qui fait qu'elle n'est plus indéterminée, elle devient déterminée. Ce qui fait s'effondrer tout le potentiel métaphysique, politique, sociologique de la créature, et puis ça marche plus, quoi. Et puis ça dit pas grand-chose de la société. En plus, ça, voilà. Ça dit rien du tout. Autant en 51, c'était le mal invisible était incarné par. N'oublions pas, nous sommes dans les années 50. Voilà, c'est le communisme pour les Américains, enfin. Et en 82, c'est autre chose, c'est différent.
Je ne sais pas si Carpenter pointe du doigt Reagan à ce moment-là, mais parce que je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça, à mon avis. Oui, Et tu l'as dit dès le début, c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est vraiment l'être humain dans sa généralité, dans sa globalité. Tu parlais de nihilisme et de cela dans le préquel. Je crois qu'on dit ça, préquel. On a cette impression que le film est là juste pour amuser celles et ceux qui connaissent la version de 82 en disant voilà, il y a ça, rappelez-vous, il y a ça, il y a ça, il y a tel dialogue avec. Donc ça devient beaucoup trop ludique et pas assez cinématographique. Mais quand on regarde tu peux rebondir ensuite après là-dessus, mais juste une petite chose, quand on regarde la filmographie de Carpenter avant The Thing, de 82, tu as Dark Star en 74, en 76 tu as Assaut, qui est un film qui va inspirer bon nombre d'autres films. En 78, tu l'as nommé, il y a Halloween, La Nuit des Masques. En 80, il y a Fog. En 91, il y a New York 97. Et en 82, il y a The Thing. Est-ce que ce nihilisme, cette noirceur que tu parles, qu'on voit dans The Thing, est-ce que c'est quelque chose que l'on retrouvait déjà dans ses précédents films? Là où je veux en venir, c'est que finalement, Carpenter, quel est son rapport au monde? alors, mais il y a peut-être il y a sur deux choses sur lesquelles je vais juste rebondir sur ce que tu as dit juste avant, sur la question du remake quand même, parce que je trouvais ça intéressant, parce que je pourrais dire que moi je trouve que c'est pas un si mauvais film que ça non plus. D'accord. Ma femme l'avait jamais vu de Thing en fait, et on a regardé le remake parce que enfin le préquel remake, bref, je sais jamais comment le placer, le pre-make, je sais pas si on peut faire un mix entre les deux, ou le soft remake, enfin bref, elle l'a vu, elle a pas trouvé ça détestable en fait, et elle a plutôt adhéré au film parce que le film fonctionne pas si mal en fait. Je trouve qu'il y a une belle production design quand même, c'est plutôt bien foutu, ça essaie de coller avec l'original. Et puis les monstres sont plutôt cool en fait. Moi j'ai pas détesté le truc, mais il y a plein de problèmes d'écriture. Le bout d'un moment le film sait plus quoi raconter et puis finalement il calque énormément sur le film précédent donc ça n'a plus vraiment de sens. Mais le film en tant que tel, je trouve que ça fait pas partie des pires remakes préquels qui ont été faits. Je trouve qu'il reste quand même. Et je pense que ça a été fait avec de bonnes intentions en plus. Je pense qu'il y a pas de mauvaises intentions derrière. Je crois qu'il y a eu des problèmes avec le studio, mais en tant que tel, ça n'a pas été fait avec de mauvaises intentions. D'accord. Par contre, pour revenir oui à Carpenter, ce que tu disais dans un second temps sur moi je pense qu'effectivement Carpenter a une vision qui est profondément dépréciative de l'humanité. Je pense que le fait rien que la trilogie de l'Apocalypse pour moi c'est une apocalypse avant tout. C'est quand il traite de l'apocalypse, c'est l'humain qui est sa propre apocalypse en fait. C'est l'humain qui s'autodétruit. Dans ce cinéma, pour moi, il ne cesse de vilipender l'humanité qui court à sa perte et qui est vraiment le principal responsable de sa chute en fait. Donc pour moi, effectivement, c'est ça. Tout le cinéma de Carpenter depuis les origines ne fait que critiquer. Alors un aspect, pour moi, il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'il critique l'homme, un aspect purement social, et puis un aspect beaucoup plus métaphysique derrière en fait. C'est-à-dire que je sais pas, pour prendre Halloween par exemple, Halloween, c'est pour moi un grand film critique sur ces banlieues bourgeoises complètement pétri de religion, d'hypocrisie, sur la pression sociale que ça exerce sur les jeunes, pour le coup, puisque Michael Myers, c'est fondamentalement cette incarnation de la pression sociale qui s'exerce sur ces jeunes qui ont envie de se libérer, libération sexuelle, etc. C'est pas du tout ce qu'on a pu targuer au slasher un petit peu plus tard en disant que c'est quelque chose de très puritain, même s'il y a des réécritures du slasher puritaines. Mais moi, je pense que Carpenter, au contraire, c'est un film qui crache, qui vomit sa haine du puritanisme. Et Michael Myers, pardon, c'est le puritanisme. C'est ça qui va s'exercer sur ces pauvres jeunes qui ont juste envie de se libérer, de boire, de baiser. Pour moi, c'est ça en fait. Il y a quelque chose de très, très libertaire chez Carpenter quand même. Il y a une libération, etc. Et ça, c'est d'un point de vue purement social où il montre toujours ce climat d'un peu d'asphyxie sociale dans The Thing. C'est ça, c'est-à-dire que à travers le huis clos, la paranoïa, il y a ce côté asphyxie sociale qui fait écho, tu l'as dit, même au film de 51, pour les coups, il y a l'idée, je pense, de la guerre froide, elle est quand même toujours présente quand même. Il y a cette idée du communisme, pour moi, elle est quand même toujours présente, même si Carpenter ironise énormément dessus. Je pense qu'il reprend quand même cette critique politique, enfin ce questionnement politique qui était posé dans l'original et il s'en amuse dans un cadre différent, et puis avec dans le contexte réganien aussi, évidemment. On dit réganien, oui, je pense. Je Oui, crois qu'on oui. dit réganien. Hmm. Et donc pour le coup, je pense que voilà cette vision qu'il a de l'humanité, qui est une vision profondément, je pense que The Thing,
a été un film qui lui a fait rigoureusement perdre espoir en l'humanité. Je pense que ce basculement extrêmement violent, le fait que le film a été mais conspué de manière excessivement violente, et Carpenter l'a toujours extrêmement mal vécu. Et il me semble que, alors je sais plus qui l'avait interviewé, il lui avait demandé justement, bah, vous voyez maintenant que après moult années, The Thing a été élevé au rang d'art, élevé au rang de chef-d'œuvre. Vous n'avez pas justement, est-ce que ça vous fait pas plaisir justement de voir ça après coup? Et Carpenter à ce moment-là a répondu, mais c'est trop tard. Pour lui, c'est trop tard. Il aurait dû, voilà, c'est ce truc-là, il le traîne encore, et c'est toujours quelque chose d'extrêmement douloureux, je pense, pour lui. Et je pense que voilà, The Thing et la manière dont la réception de The Thing a été pour lui quelque chose qui l'a encore plus plongé dans ce nihilisme absolu et qui a été renforcé, je pense, quand on voit Prince des Ténèbres, qui est sa deuxième partie avec l'Apocalypse. Je pense que c'est son film le plus noir, le plus sombre, le plus nihiliste, le plus atrocement dur. Moi, c'est un film qui me terrifie. Je trouve qu'il y a plein de problèmes dans le film, mais je trouve le film sur la vision qu'il renvoie de l'humanité, le film, je trouve absolument horrible. C'est un film horrible sur l'humanité. Et l'Entre de la folie, par la suite, je trouve qu'il y a toujours cette vision très très sombre de l'humanité, mais il y a cette ironie, ce cynisme qui fait qu'on arrive à prendre un petit peu de recul. Je pense que la séquence à la fin où Sam Neill se retrouve dans cette salle de cinéma et qu'il rit, qu'il éclate de rire, et on ne sait pas vraiment s'il rit ou si au bord de la folie, de chialer, on ne sait pas trop, ce rire, il est très très bizarre, qui est en train de contempler un petit peu ce monde qui s'effondre. Je trouve ça absolument terrifiant. Donc oui, je pense que Carpenter a une image de l'humanité qui est absolument déplorable, je pense. Dans Prince des Ténèbres, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a cette impression qu'il il est dans l'expérimentation totale de la narration, de comment je raconte une histoire, et dans sa manière aussi de mettre en scène. C'est que c'est un film qui est assez lent et assez long aussi, et qui n'épouse pas forcément les codifications liées au film de possession, on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment des films de possession, mais tu sais, les films avec les rencontres avec le diable, de possession, tout ça. Ouais. Je synthétise, mais vraiment grossièrement la chose. Et moi, quand j'avais découvert ce film la première fois, assez tardivement, le film date de 87, mais je l'ai dû le voir 10 ans ou 15 ans plus tard, j'avais été impressionné par cette manière qu'il a de déconstruire drastiquement cette narration et de rendre le film, en fait, comment je pourrais dire ça? C'est un objet qui n'est pas aimable. C'est pas un objet qui se veut dont on aurait la possibilité de dompter. Non, c'est un objet qui part dans tous les sens, qu'on a du mal effectivement à attraper, et on est très surpris. Autant le début épouse une narration très simple, très fidèle, puis très basique, et puis à un moment ça se perd dans tous les sens, ça va très loin. Et ce que je veux dire par là, c'est que quelques années auparavant, quand il fait The Thing, il y a de cela aussi. Il y a une forme d'expérimentation dans cette manière de raconter l'histoire, et qui progressivement devient des blocs. Et les blocs, c'est quoi? C'est quand ils sont en phase avec eux. C'est quand ils commencent à chercher qui est qui réellement. Et à chaque fois, on tombe sur des gros blocs comme ça narratifs, dont peut-être le plus terrifiant, le plus hypnotisant, c'est la séquence du test. Ça, là, on atteint un paroxysme impressionnant. Et donc, là où je veux en venir, c'est que finalement, Carpenter n'est pas un cinéaste si classique que ça. C'est vraiment quelqu'un qui est, pour le coup, assez expérimental. C'est un cinéaste qui peut-être, j'ai l'impression que c'est un cinéaste de l'underground qui fait des films qui essaie de faire des films classiques, mais il est toujours dans cet esprit-là. Et c'est très particulier, ça va très loin. C'est lui qui compose la musique, par exemple. C'est lui. Bon, pour le coup, pour le coup, il y a c'est Ennio Morricone, mais je veux dire, très souvent, c'est lui qui compose la musique. Et puis il a aussi une manière. Ses films sont un peu foutraques, mais finalement, quand on commence les débuts de ses films sont un peu foutraques, mais quand on commence à s'y intéresser et à développer tout ça, on s'aperçoit qu'il y a une complexité terrible. Je pense à Vampire, par exemple, qui est un film incroyable, impressionnant. Même Ghost of the Mars, qui est souvent raillé, tout le monde dit que c'est un nanar, mais prenez le temps de le regarder, c'est incroyable, Ghost of the Mars. Enfin voilà, il y a des choses comme ça, et j'ai l'impression qu'il y a comme ça une espèce d'expérimentation très underground de la part de Carpenter sur ses films, et en l'occurrence dans The Thing. C'est un film qui est faussement classique, The Thing, finalement.
Et tu disais pour Prince des Ténèbres, juste pour redire dessus, parce qu'on en a parlé dernièrement sur Argento, moi je trouve quand je vois Prince des Ténèbres, moi j'ai quelque chose qui me fait beaucoup penser, on avait parlé un petit peu de fois, à une sorte d'écriture qui est proche du cauchemar, en fait, comme il y a dans Inferno de Argento, où finalement il brise, on l'avait dit un petit peu, hein, il casse la structure narrative et il enchaîne, comme tu dis très bien, des sortes de blocs, des sortes de moments, des instants, il pose des trucs, mais qui n'ont pas forcément de sens, ou en tout cas, le sens est véhiculé avant tout par l'image et pas par l'écriture. En fait, c'est très Mm. très bizarre, et je trouve ça un petit peu aussi dans l'au-delà de Fulci aussi. D'ailleurs, je trouve que la fin de Prince des Ténèbres, où il y a ce plan avec la créature qui embarque l'héroïne, enfin une des héroïnes, à travers le miroir, et qui a une sorte d'abîme derrière, qui me fait beaucoup penser aussi à la fin de l'au-delà de Fulci, où on a ce plan incroyable sur une sorte de d'étendue qui semble infini, qui semble s'étendre à perte de vue, et qui amène sur une sorte d'abysse métaphysique et dantesque, terrifiant. Et je trouve qu'il y a ce côté-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du cauchemar chez Carpenter très souvent. Mais je trouve que dans Prince des Ténèbres, il arrive vraiment à pousser au maximum ce truc-là, quitte un petit peu comme dans Inferno ou dans Prince des Ténèbres, dans l'au-delà, quitte à flirter avec quelque chose qui serait de l'ordre du, tu parles d'un petit côté un peu foutraque ou un truc un peu malade, un petit peu bancal. Mais moi, je préférerais toujours ça, un film bancal qui essaie de raconter avant tout par l'image et tester des trucs, même quitte à se vautrer quelque part. Parce que quand on essaie des trucs comme ça, je pense qu'on arrive à toucher des trucs qu'on ne pourrait pas toucher si on essaie d'être trop académique. Et je pense que Carpenter arrive tout le temps, parce qu'il n'est pas académique, parce que, comme tu dis, il est faussement classique, il arrive à toucher des trucs qu'un cinéma classique, qui serait un peu policé, qui essaie de se bloquer dans des règles très très rigides, ne toucherait pas autrement. C'est parce qu'il va aller explorer des trucs qu'on n'aurait pas exploré autrement pour essayer de rentrer dans des carcans. C'est parce qu'il va se faire prendre des chemins de traverse finalement, de mise en scène, d'écriture, qu'il va pouvoir aller toucher des trucs que personne d'autre n'aurait touché avant lui, alors qu'ils auraient peut-être travaillé sur le même genre d'archétype narratif. Mais lui, il va se permettre d'aller chercher des trucs. Et je pense que notamment le travail, pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, le travail sur la créature, je pense que c'est un film qui est incroyable pour ça. Je pense que j'ai jamais vu, et Dieu sait que je suis un amoureux des monstres. Peut-être dans Alien de Ridley Scott, mais de manière un petit peu différente, où, comme je disais, là pour le coup, il y a l'idée de suggérer sous le fait de montrer. Chez Ridley Scott, c'est un peu différent. Il travaille les parties de la créature qu'il monte de manière un peu chaotique pour qu'on n'arrive pas à reconstituer le tout. Donc il travaille sur les parties, il insiste sur les parties qui sont des parties, pour le coup, on va dire, qui sont anthropomorphiques, mais qu'il pervertit pour susciter d'inquiétantes étrangetés. Il crée une sorte de puzzle en fait. Alors, bien sûr, l'alien maintenant ça n'a plus vraiment de sens parce qu'on le connaît tous en pleine lumière et Ridley Scott lui-même l'a balancé en pleine lumière, donc ça n'a plus vraiment de sens. Mais à l'époque, il y a ce côté un petit peu puzzle monstrueux d'éléments humains qui sont pervertis, dans lesquels on a injecté de l'inquiétante étrangeté et dont on n'arrive pas à reconstituer le tout. Et donc c'est ce tout qui reste inconnu et qui fait peur, qui terrifie. Et je trouve que Carpenter, un petit peu dans une autre manière, bien sûr, dans une autre fonction, je trouve qu'il va explorer en fait l'expression du monstre dans le cinéma, avec l'aide bien sûr fantastique de Rob Bottin, qui est incroyable dans ce qu'il fait, qui était très jeune d'ailleurs à l'époque, et qui se permet des trucs de fou, et qui je pense aujourd'hui serait infaisable à tel point que lui, il a tellement taffé dessus qu'il a été surmené au bout d'un moment, et c'est Stan Winston qui a vu, qui est d'ailleurs pas crédité au générique, mais qui est venu aider notamment pour la première séquence du chien, et qui a Mhm. bossé plutôt ça. D'ailleurs, on voit qu'il y a une différence quand même et voilà, grâce à Rob Bottin, je pense qu'il a laissé les pleins pouvoirs en termes d'effets spéciaux à ce type-là, qui est pour moi un génie, que vous avez vu travailler pour la suite chez Verhoeven aussi énormément. Si vous avez vu Total Recall, je trouve les effets spéciaux de Total Recall, par exemple, sont absolument incroyables. Même dans Basic Instinct aussi, hein, les quelques effets spéciaux que fait Rob Bottin sont fous. Et je trouve que voilà, en termes de maquillage, d'effets prosthétiques, le film aussi se permet plein de trucs. On le disait tout à l'heure en termes de lumière, pour pouvoir éclairer tout ça, il y a un travail qui pour moi est aussi très expérimental. Donc tout en fait dans ce film respire la série B expérimentale, le cinéma d'exploitation, mais tout ça mis dans un cadre qui est plutôt un cadre, pour le coup c'est un film de studio, hein, c'est son premier film de studio il me semble. Il me semble que c'est son premier, puisqu'après il y aura Big Trouble in Little China aussi qui va être un échec. Je crois que Dark Star c'est aussi après, c'est aussi un film de studio. Pas Dark Star, pardon, Starman, pardon. Mais voilà, c'est son premier gros film de studio avec un gros budget. Mais il va se permettre dans ce carcan-là de films de studio de se permettre d'expérimenter comme il expérimentait avant dans le cinéma indépendant. Mais là, comme il a les moyens de se permettre des trucs, bah, il va mettre les moyens pour arriver à ses fins. The Thing,
Film extrêmement connu, archi connu, qui date de 1982, signé John Carpenter. On voulait en parler un petit peu comme ça, histoire de voir un peu. Et c'était vraiment passionnant. Bien évidemment, on n'avait pas l'outrecuidance de vouloir obtenir la vérité sur ce film. En tout cas, c'est notre vérité, c'est plutôt ta vérité, Romain. C'était assez passionnant de t'écouter, en parler. Et je me dis que ce serait bien que peut-être on développe un peu plus l'univers de John Carpenter avec toi Ah, sur peut-être avec grand plusieurs plaisir. émissions, parce que je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire. En tout cas, c'était un plaisir de t'écouter nous parler de The Thing. C'est un Voilà. plaisir d'échanger avec toi, comme d'habitude. Le film, bien évidemment, est disponible partout. Hein, vous pouvez le trouver n'importe où, sur plusieurs formats, ainsi que le film de Christian Nyby et d'Howard Hawks, La chose venue d'un autre monde, et le préquel qui date de 2011. Oui, Romain, tu veux dire quelque chose? Juste pour rebondir sur le fait que il est sorti, pour le coup, comme tu parlais, qu'il est disponible partout, il est sorti en 4K dans une édition, enfin une copie, enfin un remaster incroyable que j'ai revu il y a quelques semaines et qui m'a fait redécouvrir le film. Vraiment, j'avais des choses que j'avais pas vues dans ma vieille édition DVD vieillissante. Donc si vous avez l'occasion de le voir, ne serait-ce que déjà en Blu-ray, parce que le master, je crois que c'est le même master de base que ce qui a été fait pour le 4K ensuite. Mais le film est incroyable à revoir comme ça et j'ai découvert plein de trucs que j'avais jamais vus en fait. Donc j'ai redécouvert le film parce que je le voyais pour la première fois. Donc si vous avez l'occasion de le trouver au moins en Blu-ray et pourquoi pas la version 4K, le master est dingue. Foncez, foncez. Merci beaucoup, Romain. Je rappelle Merci que à toi. Romain Rimbaud a une chaîne YouTube. Vous pouvez trouver dans le descriptif de cette vidéo le lien qui vous renverra directement à sa chaîne. C'était un plaisir. Pas de point final, comme d'habitude, des points de suspension. On fait comme ça. Très bien, merci à toi. À très vite. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.